bruit parasite et qu'on puisse tous profiter pleinement des propos très enrichissants de Maître Chal. Ok, alors j'attaque, je vais partager mon PowerPoint qui doit être ici. Ouais, c'est bon, on le voit. Bien, hop, voilà. Donc oui, alors le thème, en fait, donc, c'est cette problématique des cessions de droits dans le cadre des créations publicitaires. Et effectivement, on se rend compte, si vous voulez, que c'est très souvent un sujet, entre guillemets, de discorde. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de jurisprudence, entre guillemets, sur ces situations. Alors, pourquoi c'est une situation sensible? Il est clair, si vous voulez, qu'a priori, on pourrait penser qu'il y ait des intérêts qui peuvent être opposés entre, d'un côté, l'annonceur et de l'autre côté, évidemment, l'agence. Et la situation est souvent d'autant plus sensible que le sujet est abordé tardivement. C'est-à-dire que c'est souvent, en fait, si vous voulez, en cours de route de la collaboration. Parfois, quand en fait la relation avec l'agence se détériore un peu, que à ce moment-là, la question de la cession des droits surgit, et évidemment dans un contexte qui est un contexte tendu, et donc par voie de conséquence, la discussion ne se passe jamais complètement bien. Si on réfléchit, finalement, on aurait un intérêt mutuel en fait du côté de l'agence et de l'annonceur à être fixé dès le départ, c'est-à-dire en fait le plus tôt possible, puisque souvent les problèmes naissent en fait dans le cours de la collaboration, et puis qu'on soit dans une approche qui est celle de comprendre la position de l'autre. Parce qu'évidemment, d'un côté, on a une agence qui, en fait, travaille et qui facture, entre guillemets, son travail. Et par voie de conséquence, il y a une problématique de relation entre les droits, la cession, le prix. Et de l'autre côté, en fait, on a un annonceur qui a un intérêt, entre guillemets, légitime probablement, à dire à partir du moment où, en fait, j'achète, eh bien, je veux tout. Voilà. Et donc la question, c'est comment arriver quelque part à résoudre un petit peu cette espèce de contradiction. Et on voit, si vous voulez, que dans les vieilles habitudes que l'on détecte, en fait, on a d'un côté souvent l'agence qui dit « je ne dis rien, puis on verra bien ». Et puis d'un autre côté, l'annonceur qui dit, en gros, je veux tout pour le moins cher possible, et d'où en fait l'antagonisme. Alors moi, si vous voulez, je pense que évidemment, la question, elle est à régler autant que possible dès le début, c'est-à-dire en fait dès le début de la relation et avant même en fait entre guillemets le début du travail. Et par voie de conséquence, ça demande de prendre un petit peu de temps au début pour régler en fait cette question-là, sachant que si vous voulez, forcément, on le sait bien, quand il y a un projet, en fait, tout le monde est pris par entre guillemets les urgences, le planning, le rétro-planning, etc. Et que tout le monde en fait a envie de commencer. Donc en fait, c'est généralement un sujet qui n'est pas réglé. Donc je pense que c'est important de se dire, réglons cette question dès le départ. Deuxièmement, chacun doit être à l'aise en fait dans son rôle et ses engagements, c'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, il n'y a pas de souci entre guillemets à avoir des positions. Après, ce qu'il faut voir, c'est comment la discussion permet de rapprocher entre guillemets. En tout cas, dans cette espèce d'introduction, ce qu'il faut éviter, c'est ce que j'appelle le mauvais juridique. Je vous donne un exemple de mauvais juridique. On voit parfois, si vous voulez, dans certains contrats, des phrases du style toutes les créations à venir sont cédées. Voilà. Alors, d'un côté, l'agence a le sentiment d'avoir fait le maximum en disant ça, de l'autre côté, le client a l'impression d'avoir bien récupéré. Et alors, le problème, si vous voulez, c'est qu'on a un article du Code de propriété intellectuelle, qui est l'article 131.1, qui précise que la cession globale d'œuvres futures est nulle. Donc, quand je dis toutes les créations à venir sont cédées, en réalité, c'est comme si j'avais rien cédé parce que les cessions futures sont nulles. Et par voie de conséquence, donc ce que je peux faire, alors on est bien dans la sémantique parce que ce que je peux faire, si vous voulez, c'est décider maintenant des conditions dans lesquelles les œuvres seront cédées lorsqu'elles seront créées, mais par contre, je ne peux pas en fait céder dès maintenant des œuvres qui n'existent pas. Donc, ce que l'on voit, si vous voulez, globalement, c'est une espèce de méconnaissance, entre guillemets, de la manière dont les choses se passent, et avec, en fait, des idées reçues, et que je vais un petit peu expliquer après, qui, souvent, expliquent les raisons pour lesquelles il y a cette espèce de tension qui se met en place lorsqu'il y a une discussion. En fait, ce qu'il faut, si vous voulez, en clair, c'est comprendre le fonctionnement juridique, en fait, des droits et de leur cession. Alors, rappel comment ça marche.
Donc, on a dans le Code de propriété intellectuelle 2 articles qui ont une certaine importance. Le premier, en fait, c'est l'article, comme vous voyez, 131.3, qui, grosso modo, dit qu'il faut qu'il y ait une cession, que cette cession, elle doit être écrite et qu'elle doit mentionner distinctement chacun des droits cédés et que le domaine d'exploitation soit délimité et en précisant bien l'étendue, la destination, le lieu, la durée. Donc, quelque chose, si vous voulez, qui, entre guillemets, est super précis. Il faut un écrit et il faut que cet écrit soit détaillé. Bon. Et puis, on a un article L732-31 qui parle des œuvres de commande et qui, grosso modo, dit qu'il y a une cession automatique sous réserve qu'il y ait une rémunération distincte pour chaque mode d'exploitation et on reprend en fait les notions de zone géographique, durée, etc. Ça, si vous voulez, c'est le Code de propriété intellectuelle. Alors évidemment, dérivé entre guillemets du Code de propriété intellectuelle est née l'idée qu'il faut un contrat de cession écrit précis. À défaut, il n'y a pas de cession. Et si vous voulez, ça, c'est entrer, entre guillemets, un petit peu dans le, comment dire, et d'un autre côté, l'article 132-31 qui précise cette espèce de cession automatique. Voilà. Donc, on va dire que dans le monde des professionnels, en fait, que ce soit agence ou annonceur, il y a cette idée de c'est bien qu'il y ait un texte et cette idée que ça pourrait être une cession automatique. Alors, le problème, si vous voulez, c'est que on a 2 arrêts, en fait, qui sont très importants et qui, en fait, sont venus préciser les conditions dans lesquelles le Code de propriété intellectuelle s'applique. Alors, qu'est-ce que dit la Cour d'appel de Paris dans cette décision de 2010? Elle dit que l'article L731-3, que je viens de vous expliquer, donc qui exige un écrit pour constater la cession, en fait, il ne s'applique que aux auteurs personnes physiques. Donc, en clair, il ne s'applique pas aux agences. Donc, déjà, premier point, c'est qu'en fait, le Code de propriété intellectuelle ne s'applique pas nécessairement, systématiquement entre les agences et les annonceurs. Deuxième décision, la Cour de cassation, c'était en 2009, qui dit le contrat de commande n'a pas vocation à régir les relations agence-annonceur, mais seulement, à nouveau, les auteurs personnes physiques et sociétés commerciales. Donc, en clair, ce que je viens de vous lire, je vous le repasse, ces 2 articles-là ne concernent que des auteurs personnes physiques. Alors, évidemment, c'est perturbant, vous voyez. Et donc, on se retrouve, si vous voulez, dans une relation, en fait, entre agences de communication et annonceurs qui est régie, en fait, qui sont régis par le Code civil. Alors, vous allez me dire, bah, ok, mais alors le Code civil, il dit quoi? Alors, le Code civil, en fait, il dit, si vous voulez, quelque chose qui est relativement simple. Il dit que, alors, entre autres, hein, évidemment, il dit que la preuve peut être apportée par tout moyen. Ce qui veut donc dire, alors je rétropédale, dans le Code de propriété intellectuelle, on dit que pour qu'il y ait cession, il faut qu'il y ait un écrit. Et le Code civil dit la preuve peut être apportée par tout moyen. Ce qui veut donc dire, si vous voulez, qu'en fait, en réalité, il n'y a pas nécessairement un besoin absolu d'avoir en fait un écrit ou d'avoir un écrit qui soit détaillé dans le cadre d'un contrat de cession, puisque en fait, on va tenir compte de tout moyen pour apporter la preuve qu'il y a en fait cette cession qui peut s'opérer. Et donc, c'est ce que j'explique la conséquence. Le juge se référera à la commune intention des parties pour savoir en fait qu'est-ce qui se passe. Alors, je vous donne un petit exemple qui n'est pas tout récent, mais qui est assez illustrant, qui est cet arrêt de la Cour d'appel de Paris de 2016, où en fait, si vous voulez, on était dans la situation suivante. On avait en fait un annonceur qui avait un distributeur aux États-Unis, et puis il fait appel à une agence pour l'élaboration d'une campagne de films publicitaires. Voilà. Et puis il y a une clause. Alors je vais vous la lire parce que vous verrez, elle est assez, ce qu'elle est bien, entre guillemets, elle est vaste. L'agence cède l'ensemble de ses droits d'auteur et patrimoniaux à l'annonceur et à ses filiales qui s'engagent à utiliser les créations de l'agence en conformité avec les législations en vigueur en matière de propriété intellectuelle. Un petit peu plus loin, on dit que l'annonceur et ses filiales en qualité de cessionnaire des droits d'auteur sont investis des droits d'auteur et notamment des droits d'usage, de reproduction, d'adaptation et de représentation sur tout support dans tous les pays et pour toute la durée de protection des œuvres par le droit d'auteur. Voilà. Donc en clair, si vous voulez, on a une clause qui est une clause assez large. Voilà, il n'y avait pas de restriction territoriale. Alors pourquoi il y a un problème ? Parce qu'en fait, l'agence se rend compte que son film est utilisé par le distributeur aux États-Unis.
Mais alors pourquoi l'agence réagit? En fait, pour une raison simple, c'est que la rémunération qui était prévue dans le contrat était un pourcentage des investissements médias qui étaient faits en Europe. Voilà. Donc évidemment, l'agence s'estime un petit peu flouée. Et donc l'agence attaque en fait en contrefaçon pour l'usage aux États-Unis de son film publicitaire. Et si vous voulez, qu'est-ce que fait le juge? Ben, il regarde un petit peu à la fois le contrat et puis en fait les relations entre les échanges qu'il y a eu en fait au départ de la relation commerciale. Et donc, dans le contrat, en fait, il était indiqué, si vous voulez, que il y avait bien en fait une rémunération qui était liée aux achats d'espace en Europe. Dans l'appel d'offres, il était mentionné que l'appel d'offres ne concernait que 7 pays, voilà, et il n'y avait pas les États-Unis. Et à chaque fois qu'il y a eu des pays nouveaux, en fait, le client, l'annonceur, a fait une demande auprès de l'agence qui a donc étendu entre guillemets le système et donc les achats de droits effectués dans ce pays nouveau. Par voie de conséquence, si vous voulez, le juge en a déduit que les États-Unis ne faisaient pas partie de l'application du contrat. Et par voie de conséquence, l'annonceur, dans ce cas-là, a été condamné. Donc c'est juste pour dire, si vous voulez, qu'en fait, cette notion de commune intention des parties, elle est vraiment prise en compte, alors même que dans ce cas-là, on avait un contrat qui était particulièrement large. Voilà. Alors, à ce stade, si vous voulez, qu'est-ce qu'on doit retenir? Alors, première remarque, dans la relation entre l'agence et l'annonceur, comme je vous ai indiqué, en fait, on n'est pas dans le code de propriété intellectuelle pour la problématique, entre guillemets, de la cession. Et donc, ça veut dire, si vous voulez, que, alors, comme je vous ai dit, ça ne veut pas dire qu'il y a cession automatique, puisque cela va dépendre de l'intention des parties. Donc, le dispositif de l'article L132-31 ne s'applique pas. Et ça ne veut pas dire non plus que le fait qu'il n'y ait pas d'écrit, entre guillemets, formel, il n'y ait pas de cession, puisque précisément, on va prendre en compte l'intention des parties. Donc, relation agence-annonceur, on applique le droit commun. Alors, là où en fait la chose se complexifie un petit peu, c'est que dans la relation entre l'agence et un auteur qui pourrait être un auteur freelance, par exemple, ou dans la relation que l'annonceur peut avoir lui-même avec un auteur freelance, ça peut être un designer, etc. En fait, là, par contre, on est complètement dans le code de propriété intellectuelle et il faut donc une prudence extrême parce que là, pour le coup, le formalisme est de rigueur. Et les articles que je vous ai cités du code de propriété intellectuelle s'appliquent complètement. Et puis, dernier point, dans la relation entre l'agence et ses salariés, il y a une application a priori de la définition de l'œuvre collective, mais vous verrez, je vous donnerai un exemple en fait pour montrer comment ça se passe et comment les problématiques peuvent surgir et quelles sont parfois les solutions qui peuvent tomber. Donc en clair, si vous voulez, ce qui est à retenir, c'est d'un côté une relation agence-annonceur qui dépend du droit commun, où il n'y a pas de cession automatique, où en fait on va tenir compte de la volonté des parties, et donc d'où le fait que les échanges que vous pouvez avoir ont une valeur. Et puis, deuxièmement, une prudence extrême dans la relation avec des créateurs extérieurs, parce que là, pour le coup, le code de propriété intellectuelle s'applique, avec un formalisme qui est plutôt favorable aux auteurs. Et puis la question des salariés, qui est une question effectivement à bien retenir. Alors, juste pour rappel, et là pour le coup, ça relève complètement en fait du code de propriété intellectuelle, nous avons en fait, si vous voulez, donc au niveau des droits d'auteur, deux sortes de droits, si l'on peut dire. D'un côté, les droits patrimoniaux qui peuvent être cédés. Et donc, principalement, pour faire relativement court, on a le droit de reproduction, d'exploitation de l'œuvre. On a le droit d'adaptation, c'est-à-dire le droit de pouvoir modifier en fait l'œuvre sans avoir besoin d'avoir l'accord de l'auteur de l'œuvre. Et puis le droit de représentation, qui est le fait de pouvoir en fait modifier, adapter entre guillemets l'œuvre pour un support qui n'était pas prévu au départ. Par exemple, vous avez un dessin qui a été fait et qui est un dessin papier et que vous allez transformer en fait en une animation, par exemple, digitale. Eh bien, on est dans le cadre du droit de représentation. Parallèlement à ça, nous avons en fait un droit moral. Alors, ce droit moral, il recouvre en fait le droit de divulgation qui permet à l'auteur de décider de manière discrétionnaire comment son œuvre va être communiquée au public. Un droit de paternité qui contraint tout utilisateur de l'œuvre en fait à mentionner le nom et la qualité de son auteur. Le droit au respect de l'intégrité de l'œuvre
qui permet à l'auteur de s'opposer à des modifications de son œuvre, à des atteintes préjudiciables à l'honneur ou à sa réputation. Et puis le droit de retrait et de repentir, c'est-à-dire que l'auteur a le droit en fait de retirer une œuvre du circuit commercial en contrepartie éventuellement d'une indemnité pour les ayants droit ou les propriétaires du support. À noter que ce droit moral, il est attaché à la personne de l'auteur, qu'il est inaliénable, donc il ne peut être ni vendu, ni l'auteur ne peut pas y renoncer, qu'il est perpétuel, c'est-à-dire qu'après le décès de l'auteur, en fait, il va aux ayants droit, et qu'il est imprescriptible, dans le sens que le fait pour une personne d'utiliser ne lui confère aucun droit, et le non-usage ne fait pas perdre le droit au titulaire sur son droit d'auteur. Et puis, dernière remarque, droit moral n'est pas absolu, c'est-à-dire que quelqu'un qui abuserait en fait de son droit moral pourrait voir sa responsabilité engagée. Bon. Ça, c'est juste un rappel en fait relativement simple de comment ça fonctionne. Alors, quels sont les problèmes que l'on voit apparaître parfois? Premier truc, première chose, c'est la problématique de la garantie. Donc, j'ai une agence en fait qui fait une création, j'ai un annonceur qui, entre guillemets, achète cette création, et évidemment, ce qu'il souhaite, c'est d'avoir une garantie de libre jouissance. Et l'agence, elle, en fait, évidemment, elle a fait une création, mais la question, c'est jusqu'où elle garantit la libre jouissance de la création. Et évidemment, si vous voulez, du côté de l'agence, on n'est pas non plus une assurance, comment dire, tout risque. Et le fait, en fait, de faire travailler une agence pour créer quelque chose, c'est dissocié, entre guillemets, de la problématique, en fait, de la garantie de jouissance. Donc, on voit bien, si vous voulez, qu'entre la position, entre guillemets, d'un annonceur et la position d'une agence, il y a, en fait, comment dire, une difficulté sur cette histoire, en fait, de garantie, qui est donc un préalable par rapport à la problématique de cession. Alors, comment ça se passe en fait? Si je prends l'exemple d'un logo, par exemple, vous avez un logo qui est créé, forcément, pour appliquer, entre guillemets, d'une certaine manière, une éventuelle garantie, on fait des recherches d'antériorité. Et sur, par exemple, un logo, on peut faire des recherches d'antériorité parmi les marques, on peut faire des recherches d'antériorité parmi les dessins modèles, et puis un dessin, il peut aussi être protégé par le droit d'auteur. Et le droit d'auteur, il n'y a pas de répertoire, entre guillemets, des droits d'auteur. Donc, en fait, on pourrait faire, souvent on ne le fait pas d'ailleurs, mais on pourrait faire des espèces de piges médias, de piges concurrence, etc. Le problème, si vous voulez, c'est que ces recherches d'antériorité, qui sont juridiques, en fait, donc les marques, les dessins modèles, éventuellement des piges, en fait, tout ça, ça a un coût. Et donc, le problème, si vous voulez, c'est que on a une problématique, enfin une double problématique, en fait. C'est le coût des recherches d'antériorité qui sont, entre guillemets, non négligeables par rapport au coût de création. Et puis d'un autre côté, on a la garantie qui est un peu comme une assurance et qui, si vous voulez, doit avoir un rapport entre le poids, entre guillemets, économique de la mission qui est confiée à l'agence et d'un autre côté, le risque, entre guillemets, lié à la garantie. En clair, si vous voulez, si vous demandez à quelqu'un de vous créer un logo pour, je dis n'importe quoi, 3 000 €, eh ben, vous pouvez difficilement imaginer que vous allez avoir une garantie de votre exploitation et que si jamais vous faites attaquer par un tiers et que vous avez 500 000 € de dommages et intérêts, bah, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui a facturé 3 000 € de vous garantir sur 500 000. Donc en fait, si vous voulez, on voit bien que la question en fait est une question qui n'est pas si simple, qu'elle doit être abordée et que on ne peut pas demander, comme on dit, hein, la plus belle fille du monde peut donner que ce qu'elle a, et par voie de conséquence, il est possible d'arriver soit à dire, bah, en fait, il faut prendre en fait une assurance, voilà, on contracte une assurance, ça peut être une possibilité. On voit aussi souvent, et c'est pour ça que je l'ai mis, que ça se résout en fait par l'agence d'attester qu'elle ne s'est pas inspirée, on va dire, directement de quelque chose. Voilà. Ce qui est un moyen, si vous voulez, alors ça ne garantit pas en fait la totalité évidemment des choses, mais souvent en fait, du point de vue de l'agence, en fait, ça l'oblige quand même à être sûr de ne pas s'être inspiré. Et d'un autre côté, ça donne quand même une garantie entre guillemets à l'annonceur qu'on est dans une création entre guillemets originale, c'est-à-dire qui est sortie entre guillemets du jus de cerveau de son agence. Sachant que la problématique des recherches d'antériorité reste généralement, et quand je le vois avec disons les grands annonceurs, c'est eux, entre guillemets, qui font les recherches d'antériorité parce qu'en fait, ils assument, entre guillemets, ce travail et ce coût.
Donc, vous voyez, donc, la clause de garantie, enfin, cette réflexion sur la garantie, c'est une question qui est une question importante. Alors après, il y en a une autre qu'on n'entend pas souvent, qui est la problématique en liaison avec le patrimoine historique de la marque. La problématique, en fait, est la suivante, c'est que vous avez, en fait, d'un côté, un annonceur qui a une marque, et cette marque, en fait, elle a un vécu. Et l'agence, en fait, elle intervient, entre guillemets, postérieurement à ce vécu, mais en tenant compte, évidemment, du vécu pour, généralement, qu'il y ait, en fait, une espèce de continuité historique. Et donc, si vous voulez, l'opposition, c'est le patrimoine historique de la marque qui appartient évidemment à l'annonceur, et d'un autre côté, le travail intellectuel de l'agence qui appartient à l'agence du fait des droits d'auteur. Et donc, si vous voulez, il y a un débat, entre guillemets, à aborder, en fait, dans la discussion dès le départ, sur justement comment, en fait, tout ça se lie. Voilà. La question est une question qui est quand même importante. Pour vous donner un exemple qui ne concerne pas en fait une problématique de relation agence-annonceur, mais qui montre entre guillemets l'importance de la chose. La société Lactalis en fait a acheté il y a très très longtemps une marque qui s'appelait Bridel, Bridel le beurre, etc. Et puis à un moment donné, si vous voulez, donc ils ont acheté ça à l'époque, je crois que c'était 1 milliard de francs. Ils ont acheté donc la marque, les usines, enfin, tout le fonds, la société, etc. Ils ont tout acheté. Là-dessus, si vous voulez, on est dans un moment donné, en fait, où d'un point de vue marketing, on allait vers une évolution des marques. C'est comme ça que que Panzani est devenu Giovanni Panzani, que Gervais est devenu Charles Gervais, et Bridel, dans la même logique, est devenu en fait Émile Bridel. D'accord, pour montrer en fait une espèce de plus grande personnification de la marque. Et dans ce contexte-là, 3-4 ans après le rachat, l'entreprise Bridel, donc Lactalis, lance une nouvelle campagne de publicité où en fait on voit en fait une voiture avec un homme, une femme, donc un couple, 2 enfants dans la voiture et un vieux monsieur à l'arrière. Et puis on voit la publicité de la voiture avancer. Et puis tout d'un coup, en fait, le conducteur s'arrête brutalement et dit on a oublié Émile. Là-dessus, en fait, ils sortent de la voiture, ils ouvrent le coffre et dans le coffre, en fait, il y avait un fromage Émile Bridel. Bon. Et donc voilà. Eh bien, à la suite en fait de cette campagne de publicité, la veuve en fait d'Émile Bridel et ses 4 enfants ont fait une action et il a fallu aller jusqu'en cour d'appel pour obtenir qu'il ne puisse pas interdire cette campagne de publicité. Donc c'est dire, si vous voulez, alors qu'en fait, la société Lactalis avait racheté à la fois la marque Bridel, avait racheté des marques Émile Bridel, etc. Vous voyez, donc cette notion de patrimoine historique, elle est très importante et dans le même temps, l'agence travaille dessus. Alors, quels sont les cas qu'on a rencontrés récemment et qui peuvent présenter un intérêt? Alors, premier cas, en fait, c'est un litige. Donc, j'ai essayé d'aborder un petit peu toutes les questions que vous aviez exposées, qui était en fait le cas d'un litige entre un annonceur et un ex-salarié. Alors là, le cas, en fait, c'était Comptoir des Cotonniers, qui avait embauché un monsieur comme styliste. Voilà. Et ce monsieur, en fait, à un moment, on parle en fait de la création d'une paire de baskets, et lui dit qu'en fait, il est le créateur, et donc il assigne Comptoir des Cotonniers pour évidemment toucher des revenus. Et il dit en fait dans son action qu'il est le seul à avoir créé. En première instance, ce monsieur est débouté parce qu'il n'arrive pas à justifier la création de la paire de baskets. Donc il fait appel. Et dans le cadre de l'appel, en fait, il développe un petit peu plus son argumentation et notamment, il invoque en fait le diplôme qu'il a obtenu, il invoque en fait son contrat de travail, il détaille toutes les missions, etc. Et en contrepartie, le Comptoir des Cotonniers se défend en fait en présentant une attestation de la directrice de style, en montrant en fait des échanges de mails et des supports qui montrent et des rapports de création, etc., qui montrent en fait que le salarié en question n'avait qu'une autonomie extrêmement restreinte. Et au final, la Cour d'appel de Paris décide effectivement que M. Michael A n'a pas en fait d'autonomie, n'a pas donc de droit d'auteur et il est débouté de son action. Ce qui est intéressant, si vous voulez, dans cette affaire, c'est que si jamais
il y avait eu des éléments qui montraient qu'il avait une liberté et qu'il participait en fait directement d'influence sur le style, potentiellement la décision aurait pu être autre. Deuxième cas, en fait, qui quelque part est assez similaire, c'est un litige en fait entre une agence et un ex-salarié. L'agence en question, c'était une agence qui s'appelait Les Gens et Vous. Et en fait, alors, c'est intéressant de voir comment surgit la problématique. Vous avez en fait un salarié de l'agence, et puis il y a à un moment donné en fait un problème en fait entre l'annonceur, entre l'agence et son salarié, et il y a une procédure en fait de licenciement qui est engagée de son côté le salarié, et donc une action qui concerne en fait a priori donc un licenciement. Le salarié se défend en disant qu'il est victime de harcèlement, etc. Et l'affaire se retrouve en fait devant le Conseil de prud'homme. Et le Conseil de prud'homme condamne l'agence, Les Gens et Vous, pour licenciement abusif. Elle fait appel, et dans le cadre de l'appel, le salarié en fait présente une demande reconventionnelle de nullité de la clause de cession des droits d'auteur qui était une clause de cession forfaitaire. Alors, je vais peut-être vous le reprendre parce que c'est assez intéressant de lire ce que disent. Alors, dans le contrat de travail, ce qu'il était indiqué, c'était que Madame Machin est consciente que la société a pour activité la création d'œuvres de l'esprit et que dès lors, l'ensemble des salariés de la société, donc de l'agence, concourent à la conception, la création ou la production de réalisations, lesquelles constituent des œuvres collectives appartenant à la société. Donc, le contrat de travail, de ce point de vue-là, entre guillemets, était bien fait. Et puis, deuxième point que relève la Cour d'appel, elle regarde en fait le comportement du salarié. Et ce qu'elle dit, c'est qu'elle précise, elle ne peut que constater que Madame Machin a jugé utile d'attendre plus de 3 ans et demi de procédure prud'homale pour présenter cette demande et donc des dommages et intérêts, qu'elle produit à moins d'une semaine de l'audience une vague liste de 9 sites internet qu'elle dit avoir créés, qu'elle ne fournit pas véritablement d'explications sur le caractère individuel ou collectif de ses œuvres, qu'elle ne précise pas en quoi elles seraient originales et empreintes de la personnalité de leur auteur. Et en fin de compte, donc les juges constatent qu'on est bien en présence d'une œuvre collective et donc le salarié en question est débouté. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, si vous voulez, et vous voyez, ça rejoint aussi cette problématique en fait d'interprétation, enfin d'analyse entre guillemets des échanges, des situations. Ce qui veut dire, si vous voulez, que dès lors qu'il y a des interprétations et qu'on regarde entre guillemets l'intention des parties et aussi entre guillemets le contenu de la relation, eh bien évidemment, ça peut jouer pour ou ça peut jouer contre les positions. Et puis, dernier cas qui là est plus entre guillemets directement dans le sujet, c'est un litige entre une société qui s'appelle Bug, qui est une agence, et son client qui s'appelle XO. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait là? On a XO en fait qui mandate Bug, donc l'agence, pour faire en fait un travail d'identité visuelle. Ça, c'était la première mission. Et puis ensuite, il y a une deuxième mission qui lui est donnée par la suite, qui concerne en fait de la création de packaging et puis du suivi de sites web. À un moment donné de la relation, l'agence, donc Bug, voit qu'elle a 5 factures qui sont impayées pour à peu près 20 000 euros. Donc à ce moment-là, évidemment, la tension, enfin, il y a des raisons, la relation entre l'agence et son annonceur, en fait, se tend. Et donc, d'où le non-paiement des 5 factures. Et le client, donc XO, va demander à une nouvelle agence de continuer le travail. Donc évidemment, il y a une action qui est engagée par Bug contre XO, en fait en contrefaçon, en parasitisme, etc. Et après en fait une analyse qui est assez pointue en fait sur le travail qui avait été fait notamment sur l'identité visuelle, les juges disent en fait en réalité il n'y a pas véritablement de travail créatif relevant entre guillemets du droit d'auteur, donc l'agence Bug est déboutée de son action en contrefaçon, mais par contre, elle obtient gain de cause sur la notion de parasitisme, c'est-à-dire que le fait d'avoir repris entre guillemets le travail fait par Bug pour le donner à une nouvelle agence, en fait, ça a été considéré comme fautif et donc XO se fait condamner pour parasitisme et la sanction entre guillemets pécuniaire du parasitisme, grosso modo, est légèrement supérieure aux factures qui étaient impayées.
Voilà donc, si vous voulez, quelques cas qui montrent comment, en fait, les choses se passent. Alors, moi, en fait, si vous voulez, ce qui me semble légitime, si vous voulez, c'est premièrement qu'il y ait une cession des droits d'exploitation. C'est-à-dire que quand en fait une agence fait une création, ben forcément c'est pour que cette création soit exploitée. Donc la cession des droits d'exploitation, elle fait partie d'une certaine manière de l'objet de la prestation. Donc c'est assez logique que ça y soit, mais par contre il y a un vrai débat entre guillemets à avoir sur les autres droits, et notamment le droit d'adaptation, puisque je rappelle, le droit d'adaptation, c'est la capacité que l'on a de pouvoir modifier en fait une œuvre sans avoir l'autorisation de celui qui a créé l'œuvre. Et donc, pour le coup, là, ça donne lieu, entre guillemets, potentiellement à négociation. Et je pense que du point de vue de l'agence, généralement, il n'y a pas de difficulté particulière à céder le droit d'adaptation. Mais par contre, évidemment, la discussion porte sur le prix. C'est-à-dire que plus le prix est petit, ben moins on a envie de céder le droit d'adaptation. Donc, en fait, en réalité, c'est une discussion qui est commerciale. Troisième point, il me semble qu'il est souhaitable, d'une certaine manière, et c'est assez légitime, qu'il y ait, en fait, à chaque fois qu'il y a une création et qu'il y a un paiement, qu'il y ait une cession attachée. Alors, je vous dis ça parce que, en fait, on s'est rendu compte là depuis grosso modo à peu près 6 mois, 6-8 mois, qu'on a beaucoup de litiges où on intervient entre une agence et l'annonceur parce que dans les conditions de cession, il est indiqué que la cession s'opère une fois qu'il y aura un paiement en totalité des prestations. Ce qui aboutit, si vous voulez, inévitablement à un conflit, parce que, puisque précisément la relation à un moment donné ne va pas bien, il y a quelque chose qui n'a pas été bien fait, ou en tout cas, certes, l'annonceur pense que c'est pas bien fait, etc., ou que la facture est trop élevée, etc., on arrive, si vous voulez, en fait, à un refus de payer une facture. Le refus de payer une facture rentre, entre guillemets, dans le cadre contractuel, et donc empêche la cession des droits. Et à ce moment-là, on se retrouve dans une situation qui est bloquée, puisque en fait, l'annonceur, contractuellement, n'a pas les droits, alors qu'il a payé, là, on a eu un cas récemment, il a payé 80% de la prestation. Et donc, ce qui semble assez légitime, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'il y a une création, qu'il y ait un paiement et que les droits attachés, entre guillemets, à cette création soient cédés. Et puis, dernière remarque, qui est finalement un peu une répétition de ce que j'ai dit juste avant, le travail d'une agence n'est pas en fait d'être un assureur, et par voie de conséquence, la problématique en fait de la garantie d'exploitation doit être quelque chose qui doit être vu d'une manière, comment dire, délicate pour les intérêts mutuels, c'est-à-dire que l'agence s'engage à quelque chose pour lequel elle peut s'engager, qu'il y ait probablement un travail de vérification, de recherche d'antériorité, etc., qui généralement est fait par l'annonceur et à ses frais, et que en fait un engagement entre guillemets de ne pas s'être inspiré de quelque chose d'existant est quelque chose qui là pour le coup paraît assez légitime. Voilà, réflexion en fait globale dans l'idéal. Une éthique dans les appels d'offres, c'est-à-dire qu'on voit très souvent, si vous voulez, qu'il y a des soucis dans le cadre d'appels d'offres parce qu'un annonceur fait un appel d'offres et puis il reçoit un certain nombre d'offres. Alors, soit il les rémunère, soit il les rémunère pas, la plupart du temps pas d'ailleurs. Et ensuite, si vous voulez, bon, il choisit entre guillemets une agence avec laquelle il a la meilleure relation, et d'un autre côté, il puise entre guillemets dans les présentations qui ont été faites par d'autres. Il est bien évident, si vous voulez, que cette problématique-là, évidemment, elle est assez désagréable, je trouve, et puis et forcément, comme il y a des droits d'auteur qui existent en fait au profit de l'agence qui a fait entre guillemets, qui a participé à l'appel d'offres, c'est une source potentielle de conflit. Donc, il me semble pour les annonceurs qu'il doit impérativement y avoir une éthique dans les appels d'offres. Deuxième remarque, si vous voulez, c'est régler cette question de cession avant le début du travail de création, voilà, parce que comme ça, en fait, on sait où on va. Idéalement, et même si ce n'est pas impératif, comme je l'ai dit au début, un contrat écrit qui précise les conditions de cession de droit, c'est quelque chose qui est et qui peut toucher aussi les problématiques de rémunération, évidemment, hein, puisqu'on peut, en fait, on est libre à ce moment-là, en fait, puisque c'est le droit commun, on est libre de faire, entre guillemets, comme on souhaite. Et puis, aussi un élément qui est important, c'est la transparence sur qui intervient dans le processus de création. Parce que vous voyez bien que puisque la relation qu'une agence va avoir avec un freelance
va être régie par le code de propriété intellectuelle. C'est très important, entre guillemets, pour l'annonceur de savoir, en fait, si la création se passe, en fait, entre guillemets, uniquement par l'agence ou par l'agence et un tiers extérieur. Dans le même temps, si on réfléchit aussi, on peut se dire, en toute évidence, que pour un annonceur, c'est bien mieux de travailler avec une agence dès lors qu'en fait on est dans le droit commun et dans l'échange, plutôt que de travailler en fait avec un auteur personne physique, puisque dans le cadre de l'auteur personne physique, l'annonceur va être soumis en fait au code de propriété intellectuelle, dont le rigorisme entre guillemets procédural est assez fort, et pour le coup, il faut des écrits, etc. Donc en fait, on voit bien, si vous voulez, que travailler avec une agence est un moyen d'avoir en fait une tranquillité entre guillemets juridique pour un annonceur, mais que par contre, ça suppose effectivement, si jamais il y a l'intervention d'un tiers, que l'agence se soit bien assurée de faire les choses dans les formes. Et donc, que si jamais il y a le cas, des sous-cessions soient gérées en amont de manière à ce que l'annonceur puisse être, entre guillemets, tranquille sur l'exploitation future. Parce qu'évidemment, hein, si jamais en fait le créateur extérieur qui travaille avec l'agence n'a pas cédé correctement entre guillemets ses droits, lorsque en fait l'annonceur va l'exploiter, il y a un risque en fait de litige avec le créateur extérieur de l'agence. Voilà. Et puis dernière remarque, toujours dans l'idéal, donc c'est pour rebondir, cette cession des droits au fur et à mesure de la création et des paiements, c'est-à-dire de ne pas faire dépendre la cession des droits d'un paiement global parce que voilà une source de conflit. Alors, voilà un petit peu le bilan. Donc, vous voyez, en fait, si on réfléchit bien, la problématique, en fait, de cession de droits, c'est une problématique qui est souvent liée à des problématiques de rétroplanning parce que, en fait, les choses vont trop vite, on n'a pas le temps, entre guillemets, de se fixer par rapport à ça. Une méconnaissance, en fait, du droit parce que souvent, en fait, les gens pensent que la problématique, de la même manière, si vous voulez, qu'ils pensent qu'on échappe à la contrefaçon si on a cette différence, eh bien, en fait, on pense que soit il faut impérativement un écrit pour qu'il y ait cession, soit en fait la cession est automatique. Donc, en fait, il y a des mauvaises connaissances qui aboutissent forcément à des mauvaises situations. Et puis, et moi, je trouve en fait que généralement, il n'y a aucune raison pour que ce thème-là soit un thème sensible. Voilà ma présentation. Et voilà, si vous avez des questions, ben, je suis à votre disposition. Merci beaucoup, Maître Chal. C'était très intéressant comme toujours. Je vais laisser le temps aux participants de poser leurs questions, alors soit en levant la main tout simplement sur cette visio ou alors par écrit sur le chat. Moi, j'avais deux petites questions pour lancer un peu cette phase d'échange. Déjà, est-ce que la loi prévoit des prix pour la cession des droits? Est-ce que céder les droits sur un logo ou sur une vidéo ou sur une création publicitaire ou n'importe, il y a des fourchettes de prix qui sont déjà établies. Première question. Et deuxième question, comment une agence peut se prémunir? Quels sont les leviers d'une agence face à des appels d'offres, notamment publics, où il y a beaucoup, enfin, l'annonceur public exige la cession de nombreux droits. Voilà, comment on peut interagir, sachant que l'appel d'offres est sorti et que ça vaut contrat, comme vous le disiez tout à l'heure. Alors, d'abord sur la question de la fourchette de prix, en réalité, il n'y a pas de texte qui précise évidemment de prix. Ce que l'on voit par contre, si vous voulez, c'est que alors ça ressort des jurisprudences, c'est que il y a un intérêt entre guillemets à dissocier le travail qui a été fait pour créer de la cession des droits. On a déjà vu, si vous voulez, des décisions de justice qui disent que lorsqu'il y a un prix global qui est donné, eh bien, ce prix global n'intégrait pas la cession. Donc, en fait, on a vu des juges qui refusent en fait le principe qu'il y ait eu cession parce que la valeur, entre guillemets, des droits n'était pas individualisée à l'intérieur du prix. Donc, généralement, si vous voulez, si je suis du côté de l'annonceur, il est souhaitable en fait que si une prestation, je dis n'importe quoi, coûte 5 000 €, eh bien qu'il y ait entre guillemets, une réfraction entre guillemets des 5 000 € entre, on va dire, généralement quelque chose comme 3 000 € de travail et 2 000 € de cession de droit. En général, on est dans un rapport entre 20 et 30%. Voilà, c'est ce qu'on voit plutôt d'habitude.
Et donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'annonceur, c'est souhaitable qu'il y ait une individualisation du prix. Ça, c'est la première remarque. La deuxième, en fait, pour répondre à votre question sur les appels d'offres, ce qui est clair, si vous voulez, c'est que, comment dire? Alors, premièrement, la question qui se pose, c'est une question contractuelle, c'est-à-dire, dans le cadre d'un appel d'offres, il peut y avoir des conditions qui s'appliquent. Alors, est-ce qu'il y a des conditions générales de participation à l'appel d'offres? Et le cas échéant, qu'est-ce qu'elles disent? C'est-à-dire, on voit parfois, si vous voulez, que dans les conditions, on peut dire par exemple que l'annonceur, en fait, reconnaît d'ores et déjà la propriété intellectuelle de ceux qui participent. Ou alternativement, on a déjà vu ça aussi, l'annonceur dit que tout ce qui sera créé lui appartiendra. Je vous rappelle que la cession d'œuvres futures est nulle. Donc, si vous voulez déjà, vous voyez, on voit, donc il faut faire une analyse, entre guillemets, des conditions de participation, si on peut dire. Premier point. Deuxième point, pour répondre en fait plus précisément à votre question, il est clair que l'agence, quand elle produit quelque chose en réponse à l'appel d'offres, elle a un droit d'auteur, vraisemblablement, dès lors qu'elle a fait effectivement un travail créatif, hein, c'est-à-dire celui qui est marqué par la personnalité de l'auteur, comme dit la jurisprudence, eh bien, elle a un droit là-dessus. Donc, par voie de conséquence, si vous voulez, elle a intérêt, point 1, à manifester en fait son droit. Donc, en fait, il faut pour une agence, dans le cadre d'une réponse à un appel d'offres, mentionner en fait qu'elle a un droit d'auteur, mais c'est du copyright, indiquer la date, voyez, et revendiquer entre guillemets qu'elle a fait un travail qu'elle estime original. Donc, il y a entre guillemets de ce point de vue-là une communication, si on peut dire un peu juridique, par l'agence à faire dans le cadre de sa réponse. Troisième point, elle a intérêt, entre guillemets, à avoir une date certaine, c'est-à-dire une date certaine de relation entre la date et le contenu. Donc, par exemple, ça peut présenter un intérêt de faire un dépôt, par exemple, un dépôt légal de la création, ça peut être une enveloppe solo, ça peut être un dépôt chez un notaire, ça peut être un dépôt sur la blockchain. En fait, en réalité, on a un intérêt, si vous voulez, donc à la fois à marquer qu'on revendique un droit et d'un autre côté, à faire établir de manière incontestable qu'on a bien un droit sur un contenu qui est un contenu précis. Voilà. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas parce qu'on participe à un appel d'offres, si vous voulez, qu'on est comme un poulet à se faire plumer. Et d'ailleurs, l'annonceur, entre guillemets, qui en fait ne respecterait pas ça, potentiellement. Alors, la difficulté, si vous voulez, qu'on voit quand même, c'est que souvent, on n'est pas dans, en fait, on n'est pas dans une reprise. Vous voyez, on ne va pas choisir une agence et puis reprendre le travail d'une autre. En fait, le truc est un peu plus délicat parce qu'en fait, on prend une agence et puis on pique à droite, à gauche, parfois même sur plusieurs en fait présentations faites par les agences. Et donc, on est sur des éléments entre guillemets qui présentent un intérêt. Donc, si j'avais un conseil à donner aux agences, c'est de réfléchir à quels sont les points importants, entre guillemets, de leur proposition, dans leur réponse à l'appel d'offres, quels sont les points sur lesquels elles estiment avoir été vraiment créatives, et de mettre en avant dans un texte, en fait, ces éléments-là, et de les déposer chez un notaire, par exemple, ou chez un huissier, ou dans le cas d'une enveloppe solo. De manière, en fait, et puis, dans sa présentation à l'appel d'offres, de mentionner, entre guillemets, de revendiquer, en fait, un droit d'auteur sur tel ou tel aspect. Merci. Je crois qu'il y a une question de la part de Caroline. Bonjour, merci. J'ai deux questions en réalité un peu plus précises. On parle de livraison d'œuvres, mais quid, par exemple, dans le cas de la vidéo, des rushs. Quand un client va demander la livraison de l'intégralité des rushs avant livraison du produit final, donc la vidéo finale, et qu'il demande à avoir l'intégralité de ce qui a été capté avant la livraison de l'œuvre. Est-ce qu'il y a une possibilité de caler ça avant ou est-ce que non? Parce que en réalité, quand un client récupère les rushs, c'est forcément pour en faire autre chose. Est-ce que les rushs font partie de la livraison ou pas? Alors, c'est une bonne question. Et d'ailleurs, je vais vous dire, elle se retrouve sous différents aspects. Par exemple, on la retrouve dans le cas de la création d'un nom. Vous allez, par exemple, créer plusieurs noms. Et au final, il y en a un qui va être choisi. Et la question s'est déjà posée de dire, bah oui, mais les autres propositions, elles appartiennent en fait à l'agence ou elles appartiennent en fait au client. Donc, un petit peu la même problématique que les rushs. Et si vous voulez, généralement, on voit, mais ça dépend en fait de vos conditions générales de vente d'agence en fait ou de prestation, qui est que ce qui est cédé, c'est ce qui est entre guillemets utilisé par le client.
Voyez. Ok, Et par ouais. voie de conséquence, et donc je pense que, mais encore une fois, si vous voulez, la question est plutôt une question de prix, parce que finalement, donc c'est une question de négo, si on peut dire. Mm. Mais moi, si vous voulez, dans ce que je vois et par expérience, c'est ce qui est retenu par le client qui est cédé, enfin, qui D'accord. doit être cédé. C'est-à-dire que ce qui n'est pas retenu ne doit pas être Oui, cédé. Ou alors, alternativement, on vous donne entre guillemets, parce que ça arrive, hein, je prends dans l'exemple de la créa pour revenir sur les noms, il arrive, si vous voulez, qu'il y ait par exemple un prix qui soit fixé pour la création d'un nom, et puis d'ores et déjà, on décide que si jamais il y a d'autres noms qui plaisent à l'annonceur, eh bien, il aura un prix discounté pour en fait sur avoir les le autres. droit des autres noms. Donc moi, je pense que ça devrait suivre la même logique pour les rushs. D'accord. Et Mais voyez, lié à votre question sur les rushs, il y a une autre question adjacente qui est la problématique des droits d'adaptation. Parce que si c'est vous ne ça, cédez pas les droits d'adaptation, bah, par voie de conséquence, les rushs sont inexploitables. c'est ça, c'était ça. Voilà. Et, Donc, et vous avez du coup, peut-être intérêt à ne pas céder les droits d'adaptation sur les rushs. ok. Du coup, ma deuxième question, qui est aussi un peu technique, aujourd'hui, on voit apparaître depuis quelques années les GIFs et les mèmes, qui sont des produits qu'on voit partout, que tout le monde utilise, que tout le monde reprend. Euh, quels sont les droits appliqués à des GIFs ou des mèmes où on va avoir des acteurs, on va avoir des œuvres, on va avoir que finalement tout le monde exploite et tout le monde utilise et qu'on voit parfois apparaître dans des campagnes. Euh, est-ce, enfin, ça m'a toujours un peu surpris. Je voudrais juste savoir quelle est la. Est-ce qu'il y a un texte, est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui sur ces utilisations de GIFs et de mèmes? Je Alors, vais, je vais préciser la question de Caroline, parce que je pense savoir à quoi elle fait référence. En fait, ici à Strasbourg, on a vu récemment une campagne de communication de la ville de Strasbourg qui reprenait une image très connue d'un GIF exploité et qui est en l'occurrence un acteur, je crois que c'est Steve Carey, me semble-t-il, quelque chose comme ça, un acteur américain. Donc, on voit son visage en plein. Enfin, sur les 4 par 3, c'est lui à 80% sur l'image. Donc, c'est vrai que moi, en tant que passant, j'ai été choqué, et en tant que communicant encore plus, parce que je dis, bon, bah, ok, demain, je peux exploiter Brad Pitt dans ma campagne parce qu'il fait partie d'un GIF connu, quoi. alors, je vais vous dire, la réponse est relativement claire, hein, c'est que vous voyez tous les jours des gens qui grillent des feux rouges. Et c'est pas pour autant qu'on a le droit de griller les feux rouges et que le jour où vous vous faites attraper en ayant grillé un feu rouge, ben vous payez le prix qu'il faut. Donc, ce qui est assez choquant par rapport à ce que vous dites, parce que je doute qu'ils aient négocié avec l'acteur en question, c'est donc que c'est quelque chose de sauvage. Et c'est vrai que de la part d'une institution, entre guillemets, publique ou parapublique, on pourrait s'attendre à une éthique. Donc, alors, ça a peut-être été fait en méconnaissance, mais enfin, ça peut difficilement être accepté euh, par principe. Donc, en clair, si vous voulez, dans ce cas-là, il y a des droits d'auteur, entre guillemets, sur le GIF. Attention, hein, il y a des droits d'auteur qui sont des droits d'auteur qui appartiennent à la fois à celui qui apparaît dans le GIF, donc là, en l'occurrence, Jim Carrey, mais il y a aussi éventuellement un droit d'auteur qui peut exister de celui qui a fait le GIF. Hein. Juste pour vous donner un exemple, parce que je trouve ça assez surréaliste dans un sens, mais c'est ce qui se passe actuellement. Vous avez l'actrice, je crois qu'elle est anglaise ou enfin, ouais, anglo-saxonne, Dua Lipa, qui en fait a été prise en fait en photo par un paparazzi avec un chapeau dans un aéroport. Et donc, photos qui ont été prises en fait à son insu, d'accord. Et il se trouve que la photo, entre guillemets, elle a été publiée sur différents endroits. Elle a repris cette photo sur son propre Instagram, d'accord. Et l'auteur, le paparazzi en question, l'a assigné et lui demande des dommages et intérêts pour avoir utilisé sa photo d'elle-même. Vous voyez. C'est juste pour dire, si vous voulez, qu'on voit bien. Donc, pour répondre en fait à votre question, c'est clair qu'il y a des droits d'auteur, il faut les respecter et que sinon, en fait, on est en risque. Claire a une question. Bonjour, merci pour cette intervention très intéressante. Moi, j'avais une question par rapport, vous voyez que quand on fait des visuels, des fois, ça peut arriver d'utiliser des systèmes de collage. On va prendre plusieurs visuels pour en constituer un. Comment ça se passe dans ces cas? Est-ce qu'il faut être sûr d'avoir les droits de chaque visuel, vu qu'on a reconstitué un nouveau visuel qui est totalement original?
ou voilà, parce que ça peut arriver que des clients nous redemandent du coup des droits sur un visuel qu'on a fait il y a des années. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'on doit rechercher l'antériorité des droits de chacun des visuels ou c'est bon, comme c'est une nouvelle création de notre part, on peut l'utiliser librement? Alors, si vous voulez, si sur le principe, si vous voulez, quand en fait vous faites un visuel qui utilise en fait d'autres éléments extérieurs, vous devez avoir les droits sur ces autres éléments extérieurs. D'accord? C'est-à-dire que si vous voulez, ce n'est que lorsque en fait les éléments que vous allez reprendre se fondent en fait dans un tout où ils perdent entre guillemets leur indépendance, qu'à ce moment-là, vous pouvez vous abstenir en fait de demander un accord. Donc déjà, première remarque, c'est que ça dépend de la manière dont vous intégrez entre guillemets l'œuvre préexistante dans votre œuvre à vous. Et on voit de la jurisprudence, si vous voulez, non négligeable sur ces problématiques. Par exemple, un tableau qui reprend une photo, dès lors que la photo est tout à fait identifiable, c'est clair que le photographe qui a pris la photo, il a un droit en fait à s'opposer entre guillemets. Donc c'est pas simplement un droit à indemnité, hein, c'est un droit à interdire. Donc ça c'est la première remarque. La deuxième, c'est vous avez fait un travail sur lequel entre guillemets vous avez cliné les droits. Votre client vous demande en fait de reprendre différentes créations pour faire un patchwork. À ce moment-là, si vos créations sont entre guillemets validées pour vous, vous avez le droit de les reprendre et de refaire quelque chose avec un patchwork. Vous voyez. Mais par contre, ce nouveau patchwork, il est porteur lui-même de droits d'auteur et par voie de conséquence, il entraîne pour vous un droit à rémunération vis-à-vis de votre annonceur. Ouais, mais par contre, si c'est des images de quelqu'un d'autre, ça, du coup, c'est en fonction du visuel. D'accord. Oui, exactement. Et du coup, autre question, par exemple, si on utilise deux visuels pour faire, je sais pas, un collage, par exemple, je vais utiliser ça, et ça va faire un autre visuel totalement différent, qui a plus rien à voir avec l'original, ça fonctionne de la même manière. Exactement. Okay. Exactement. Donc, c'est, si vous voulez, en tout cas, sur un nouveau visuel qui en fait crée quelque chose de différent, eh bien, vous avez un droit d'auteur et donc, entre guillemets, un droit à rémunération. D'accord. Okay. Donc, il faut juste s'assurer d'avoir. Voilà. Ce qui veut dire juste tourner autrement, c'est que si l'annonceur reprend en fait une de vos créations pour l'adjoindre à quelque chose, entre guillemets, vous avez un droit à dire quelque chose. Alors évidemment, après, il faut voir la relation commerciale, etc. Mais sur le principe, voilà, on doit respecter les. Et on voit d'ailleurs, pour tout vous dire, on voit de plus en plus en fait d'outils informatiques qui suivent entre guillemets, notamment pour les problématiques de photos, ce qui se passe sur Internet. Et il y a de plus en plus d'actions faites notamment par exemple par des photographes ou des vidéastes sur des campagnes. Donc, il faut être vraiment extrêmement prudent. Et d'ailleurs, j'ajoute juste une petite remarque sur les histoires de photographie, que l'on voit en fait très souvent des achats entre guillemets de droits. Enfin, vous allez sur, enfin, oui, une agence par exemple va sur une banque de données pour prendre une photo. Et en fait, dans la banque de données, par exemple, il est indiqué que la photo est libre de droit. Donc, elle y va. Le problème, si vous voulez, c'est quand vous allez dans les conditions générales de vente ou en fait de service de la plateforme, vous vous rendez compte que l'usage libre de droit, c'est pour un usage à titre privé et que l'usage commercial, lui, est payant. Et vous vous retrouvez potentiellement avec un problème. Et à ce moment-là, l'agence se trouve écartelée entre celui qui a les droits et l'annonceur et vous passez à la casserole. Donc, il faut être très prudent sur les plateformes photographiques, par exemple. Et du coup, moi, je vais juste reprendre ma question précédente. Si, par exemple, du coup, on a fait ce collage avec plein de choses et que l'annonceur décide quand même de l'utiliser sans nous avoir demandé et qu'on n'est pas propriétaire de l'ensemble de l'affiche, ça se passe comment? C'est nous qui pouvons attaquer l'annonceur ou on se fait attaquer aussi, mais sauf qu'on n'a pas cédé l'affiche? Si vous voulez, je rebondis sur ma remarque. Quand vous avez, par exemple, un tableau qui est fait par quelqu'un qui intègre une photo, si vous voulez, de quelqu'un d'autre, s'il a intégré la photo de quelqu'un d'autre sans avoir son accord, entre guillemets, il s'expose. Donc, si je reprends la même problématique, votre annonceur qui fait en fait faire par quelqu'un d'autre un truc qui intègre votre travail doit avoir votre accord. Vous voyez? Okay. Et si vous voulez, voyez, c'est le respect de l'œuvre. En fait, ça fait partie notamment de. Alors, d'autant plus si vous voulez il peut arriver que vous soyez entre guillemets votre œuvre soit associée en fait dans un contexte qui ne vous convient pas. Oui.
Voilà. Donc oui, c'est tout à fait discutable. Et donc, à ce moment-là, vous avez en fait un droit, entre guillemets, juridique à opposer au client. Et la question, c'est est-ce que vous êtes absolument contre, si vous voulez, la modification, l'intégration de votre œuvre, parce qu'en fait, vous n'avez pas envie d'être associé au travail de notre agence, par exemple, ça peut arriver, ou alternativement, en fait, c'est une question qui est uniquement une question de rémunération, c'est-à-dire qu'en fait, si on utilise vos créations, vous souhaitez être dédommagé pour ça. Ok, merci beaucoup. Et, voilà, et il faut être clair dès le départ sur quelle est votre optique. Parce que souvent, en fait, on varie entre les deux. On commence par dire je suis contre, mais si on me paye, je suis pour. Oui. Ok, merci. Est-ce que il y a d'autres questions, d'autres points abordés avec Maître Chal? Si ce n'est pas le cas, ben, Maître, je vous remercie. Je vous remercie une fois encore de votre intervention très, très enrichissante, très instructive. Je pense qu'on a tous appris beaucoup de choses. On s'est tous remis à niveau sur cette question de la propriété intellectuelle. Voilà, donc c'est la fin de cette deuxième conférence, de ce cycle d'ateliers. On donne rendez-vous donc mardi prochain pour un atelier animé par Caroline Garnon de l'agence Big Family sur l'événementiel. Et je vous souhaite à tous une excellente journée en remerciant une fois encore Maître Chal de son intervention. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.